C'est ce qui fait que la reformulation qui s'est opérée à la phase de l'analyse du sujet, où on a décortiqué les mots, les ensembles de mots dans le sujet, on a abouti à une reformulation qui nous est propre dans la conception du sujet. Si on dépose ça une fois ici, ça permet de faire une bonne rupture entre les éventuelles ressemblances, retours incessants des mêmes mots du sujet. Voilà pourquoi la partie de reformulation du sujet s'impose. Cela dit, pour ceux qui savent qu'ils ont une manipulation acceptable de la langue, qualité d'expression acceptable, lorsqu'ils ne mettent pas cette partie, lorsqu'ils ne mettent pas la reformulation du sujet, ça ne pose pas un problème en tant que tel. Mais le besoin est d'éviter une scansion, une répétition, d'accord, un cumul des étapes en un point fini. Et ce cumul-là donne automatiquement une résonance monotone des mots du sujet à l'oreille du correcteur. Et ça ne passe pas inaperçu puisqu'il est en train de lire. Et lire, c'est comme parler. Quand il parle, ça sonne dans sa tête. Ça sonne même chose dans sa tête, ça devient, ça ennuie, ça lasse. Et en ce moment, on peut faire une déduction un peu rapide sur la qualité de la deuxième étape de votre introduction. L'appel du sujet n'est pas bon. L'appel du sujet est lapidaire. L'appel du sujet est bâclé, etc. D'accord? Donc, on reformule le sujet. Lorsqu'on a reformulé le sujet, en troisième sous-étape, il faut procéder à poser le problème. Une autre étape à problème qui est la partie de poser le problème. En français, vous voyez comment vous faites les cours. Les cours ne sont pas faits comme en histoire-géographie, en philosophie, en SVT, en mathématiques, avec des chapitres et des leçons au fur et à mesure. Et lorsqu'il y a un devoir, vous dites, le devoir à porter sur ça, la Deuxième Guerre mondiale. En philosophie, on va dire le devoir à porter sur l'inconscient ou le devoir à porter sur État et nation. En français, on ne vous enseigne pas les notions détachées comme ça. Il ne faut pas vous mettre dans l'obligation d'avoir problème et problématique en même temps dans un sujet de réflexion en français. Ce n'est pas nécessaire. C'est une confusion de méthodologie, de discipline, ou en philosophie, pour poser le problème, c'est-à-dire on dégage un problème, on donne une information, le sujet soulève le problème de... Et au sein duquel problème, on décline plusieurs autres interrogations qui font office de problématique. Et justement, une problématique en français se définit comme étant la somme de plusieurs problèmes. Et là-bas, chaque question répond à un axe de réflexion. C'est ce qui fait que on tire à l'issue de ces nombreuses questions-là une phrase qui dit que la réponse à ces questions constituera... En français, il faut éviter ça. Dis, qu'est-ce que nous verrons dans un premier temps? Qu'est-ce que nous verrons dans un second temps? S'il y a un troisième temps, qu'est-ce que nous verrons dans un deuxième et un troisième et un quatrième temps? Le plan doit être clair en français. Pas de formule obscure. L'épine dorsale de notre réflexion, l'ossature de notre... Qu'est-ce que ça signifie en réalité? Parce qu'à partir du problème posé de quelqu'un, le plan s'ouvre. À partir de l'orientation qu'un candidat informe en français, on peut savoir s'il est dans le sujet ou s'il n'est pas dans le sujet. S'il fait une inversion de thèse ou s'il obéit à l'orientation principale des thèses. Voilà pourquoi on dit de poser le problème et non de donner une information vague. Le sujet pose le problème de... Mais le correcteur, il ne sait pas quoi faire avec cette affirmation. Ça, ce n'est pas un problème posé. D'accord? De sorte que le problème correspond à l'interrogation que suscite ou cache tout sujet de réflexion.
a dit, ça correspond à une interrogation. Donc, entraînez-vous au maximum possible de poser toujours votre problème sous forme interrogative ou suivant une phrase de type interrogatif. Parce que lorsque le problème est bien posé, il vous envoie automatiquement le plan. Parce que lorsque tu finis de poser ton plan, fais le monologue intérieur. Réponds à la question pour voir. En terminale, on ne peut pas répondre par oui seulement dans un sujet de réflexion. C'est oui, mais, oui, non, oui, puis, oui, et aussi, limite des thèses, antithèses, etc., ces orientations. Donc, si la première réponse te dit oui, c'est que la deuxième partie peut être potentiellement non. Vous avez une thèse et une antithèse forte. Ça peut être oui, mais vous avez une thèse et une nuance, d'accord, etc. Donc, le problème posé de cette manière, il va soulever au fait l'intrigue, la cachotterie que le sujet a. Car aucun sujet de réflexion n'est innocent. Mettons-nous à la place d'un journaliste qui invite un commentateur, un chroniqueur, en tout cas il a son invité sur le plateau. Le journaliste vient s'asseoir. L'invité était là, après tout ce qu'on a fait, le maquillage, etc. Il est dans le studio. Tant que le journaliste ne pose pas de questions selon vous, à quoi l'invité peut répondre? Rien. Ils peuvent être assis en train de se regarder durant tout le temps de l'émission. Mais s'il est là, ou bien si le monsieur a autre chose à faire, il se lève, il s'en va parce qu'on ne t'a rien demandé à quoi tu peux répondre. La nécessité de partir problème là est là-bas. Et elle détecte, d'accord, elle pose la problématique du sérieux de beaucoup de personnes, en ce sens que, au fait, comment vous faites pour faire une réflexion en donnant votre point de vue si vous ne posez pas un problème? En français facile ou à la limite, on va dire, qui t'a demandé quoi? La difficulté est que, pour le cas de la dissertation, c'est toi qui te demandes quelque chose et c'est toi qui réponds, n'est-ce pas, à cela. C'est toi qui poses le problème et c'est toi qui résous ce problème. Tu poses le problème, ton plan va informer le correcteur que pour résoudre justement ce problème-là, j'irai dans un premier temps dans ce sens, dans un second temps dans ce sens ou potentiellement dans un troisième temps dans ce sens. Au fait, c'est pour éviter une analyse, ces analyses profondes d'un sujet avant d'arriver à lui, que d'autres candidats préfèrent certains raccourcis. Ils tombent sur un sujet qui n'a même pas essayé de gratter au brouillon d'abord. Son brouillon est encore vierge. Pas de traces de crayon, pas d'analyse, pas de décortiquage. Il n'a même pas écrit sur le brouillon pour voir reformulation du sujet, problème du sujet, d'accord, plan du sujet. Et comme il traite directement en live comme ça, quand il arrive, c'est encore hermétique. Le sujet est encore compact, ce n'est pas cassé dans sa tête d'abord. En ce moment, il va dire, le sujet pose le problème de. Mais s'il pose le problème de, voilà pourquoi lui-même, il sent qu'il est dans le besoin de s'interroger d'une autre manière encore et commence ensuite la panoplie de questions. Est-ce que, et il tire une conclusion vers la fin. La suite à ces réponses constituera l'épine dorsale, la charpente ouvrière, la cheville, etc. Ce sont de belles expressions, mais qui ne conviennent pas en argumentation. Le problème étant posé, on va en ce moment vers le plan. Mais quand nous allons commencer à étudier les plans, on va voir la spécificité du problème en fonction du plan de chaque sujet. Mais déjà, si vous avez un sujet qui se traite avec thèse, antithèse, généralement pour avoir son problème, c'est astucieux. Dès que vous prenez la reformulation du même sujet-là sous forme interrogative, vous avez automatiquement son plan. Par exemple, la nécessité de passer par la première étape, l'analyse d'un sujet. C'est cela la dissertation. Donc, quand je fais une dissertation, très intelligemment, astucieusement, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux te débrouiller pour passer le temps qu'il faut au brouillon en faisant 3 reformulations du sujet.